Pour cet épisode, je vous propose qu'on se lance dans une incursion à travers l'univers d'un sujet particulier qui fait partie des zones grises de l'occultisme. On va déconstruire un mythe sans mener à la destruction du mystère qui l'entoure. Ici, on démonte le mythe sans détruire le mystère, on parle d'occulte, de psychologie et d'énergie sans tomber dans la paranoïa ni dans le conte de fées conçu pour endormir l'ego. Aujourd'hui, on va toucher à un sujet qui fascine autant qu'il dérange, c'est-à-dire le vampirisme psychique. On parle pas de la version hollywoodienne ni de la version dramatique, mais de la version réelle, humaine, relationnelle. Si tu t'es déjà senti vidé après une interaction avec une personne, si tu t'es déjà demandé si quelqu'un te pompait ton énergie, ou pire, si c'est toi qui le fais parfois sans t'en rendre compte, reste là, on va mettre de la lumière là-dedans. Moi, c'est Daniel et bienvenue au Chimère occulte. Maintenant que vous êtes prêts, on va plonger dans le vif du sujet. Si on regarde la définition du vampirisme psychique sans utiliser de formule romantique, il ne s'agit pas d'une personne qui vole l'âme d'une autre personne. On parle d'un mode de fonctionnement relationnel où une personne régule son propre vide intérieur en drainant l'énergie émotionnelle d'une autre personne. Il s'agit d'une pratique qui se joue dans la dynamique humaine ordinaire. C'est un mécanisme de compensation que l'on retrouve comme concept dans l'occultisme moderne, notamment dans les manuels Psychic Self-Defense de Dion Fortune ou encore dans The Psychic Vampire Codex de Michel Bélanger. Cependant, l'idée est beaucoup plus ancienne puisqu'on la retrouve dans les traditions chamaniques sous la forme de la perte d'âme, dans la démonologie médiévale, sous la forme de l'incube et de la succube, et également dans les récits folkloriques d'Europe de l'Est avant même l'apparition de Dracula. Au fond, le mythe du vampire, c'est une métaphore énergétique de la dépendance relationnelle. Pour mieux identifier le phénomène, il faut être en mesure de distinguer les différents types de vampires psychiques. Pour commencer, on a le vampire émotionnel qui va créer des drames pour se sentir vivant. Pour que ça soit possible, il va faire en sorte d'alimenter des conflits pour déclencher des tensions et se nourrir de la réaction que les actions auront engendrée chez les autres. Après avoir interagi avec cette personne, on en ressort vidé après une simple discussion. Ensuite, on a le vampire victime, qui est un genre toujours malchanceux, qui demeure incompris et qui est constamment en état de détresse. Sa caractéristique, c'est qu'il n'attaque pas, il va attirer l'attention, ce qui pousse les gens à lui donner de l'attention, à fournir des explications et à tenter de réparer les événements dans un processus sans fin. En troisième, on a le vampire narcissique qui possède un charme magnétique au départ. Il finit par commencer à tester, à rabaisser, à se comparer. Mais ce qui le caractérise le plus, c'est qu'il se nourrit de l'admiration qu'une personne lui porte et de la perte du centre de cette personne envers laquelle il s'adresse. En quatrième, nous avons le vampire inconscient, qui est le plus important, puisqu'il ne sait même pas qu'il draine. Son système nerveux est dysrégulé et cherche une co-régulation constante. C'est souvent lié à un trauma ou à une insécurité profonde. Voyons comment le vampirisme fonctionne réellement en enlevant le mysticisme qui l'entoure. Au niveau biologique, on parle d'interaction intense par l'activation du système nerveux, par une libération d'adrénaline et de cortisol, ce qui va engendrer un pic émotionnel. Une fois que le partenaire connaît l'épuisement, l'autre atteint sa stabilisation. C'est ce qu'on appelle un transfert de charge émotionnelle. De cette façon, l'individu qui vampirise atteint la stabilité, alors que celui qui donne va se déréguler. Comment reconnaître qu'on est drainé? C'est assez simple. On en prend en compte par une fatigue inexpliquée après l'interaction, une confusion mentale, une perte de clarté décisionnelle. Voyons comment le vampirisme fonctionne réellement en enlevant le mysticisme qui l'entoure. Au niveau biologique, on parle d'interaction intense par l'activation du système nerveux, par une libération d'adrénaline et de cortisol qui vont engendrer un pic émotionnel.
Une fois que le partenaire connaît l'épuisement, l'autre atteint sa stabilisation. C'est ce qu'on appelle un transfert de charge émotionnelle. De cette façon, l'individu qui vampirise atteint la stabilité alors que celui qui donne se dérégule. Comment on fait pour reconnaître qu'on est drainé? C'est assez simple. On s'en rend compte par une fatigue inexpliquée, après l'interaction, une confusion mentale, la perte de clarté décisionnelle, une impression d'avoir perdu son centre et d'un besoin de solitude immédiate. L'évidence devient concluante lorsque le phénomène se répète constamment pendant qu'on est en présence de cette personne. Quand le phénomène se reproduit, on ne parle plus d'un hasard, mais on parle d'une évidence. Maintenant, voyons pourquoi certaines personnes attirent ce genre d'individus vampiriques. Le premier point, c'est parce qu'ils ont un profil très empathique, qu'ils sont magnétiques et dotés d'une forte intensité énergétique. Plus le feu intérieur de la personne est fort en intensité énergétique, plus cela aura pour effet d'attirer ceux qui ont froid. Il n'y a rien de mystique, seulement une thermodynamique émotionnelle. C'est le même principe que les insectes sont attirés par les lumières d'un lampadaire la nuit. Quand on parle de vampirisme dans l'occultisme, on doit comprendre que dans certains cercles, on le revendique consciemment. Certaines traditions vont parler d'absorption d'énergie par le regard, de drain énergétique par contact, de manipulation sexuelle énergétique et également de pacte karmique inconscient. Dans 90% des cas, il n'y a rien d'ésotérique, c'est davantage une question psychodynamique. Si on se demande s'il y a un danger potentiel qu'une personne puisse prendre votre énergie, il faut comprendre que suite à ce contact, l'individu perd son axe, qu'il confond intensité et amour au point de devenir dépendant du conflit. Le vampirisme devient mutuel lorsque les deux parties tirent des avantages à partir du chaos engendré. Ce qui demeure intéressant, c'est qu'il est possible qu'une personne puisse vampiriser quelqu'un d'autre sans le savoir, notamment lorsqu'il cherche constamment la validation, qu'il provoque dans le but de tester l'amour et qu'il y a un besoin que l'autre se rassure pour exister. En de telles occasions, on peut y voir un drainage qui s'opère. Comment faire pour se sortir de ce type de schéma qui agit comme un piège? Il y a trois piliers importants pour favoriser cette sortie. Pour commencer, il y a le retour au corps qui consiste à adopter une respiration lente et conserver un contact avec le sol dans le but de créer une réduction de l'intensité verbale. Il y a également l'importance de mettre des limites claires, non agressives, mais très claires. Il s'agit d'une étape assez difficile puisqu'il peut arriver que l'autre personne qui agit comme agent vampirisateur refuse les limites que vous voulez mettre en place. Puis, il y a la désintoxication émotionnelle qui consiste à couper le cycle de stimulation, de réconciliation et de stimulation. Le meilleur moyen pour y parvenir, c'est qu'il suffit de réduire le contact avec la personne qui agit comme vampire, ou tout simplement de couper définitivement le contact avec cette dernière. Et pour que cela soit possible, il faut être conscient de ce qui se passe pour réagir adéquatement à la situation. On rencontre ce phénomène sous forme symbolique dans le mythe du vampire lorsque la victime se soumet à la volonté de la personne qui exerce une certaine influence sur sa personne. Le lien qui est établi entre les deux parties produit une forme de dépendance qui s'opère au niveau psychique. Exemple numéro 1. J'ai un ami qui est très négatif dans ses propos, il parle constamment de violence et de transgression morale. Par moments, le simple fait de converser avec lui devient pesant et il est déjà arrivé que suite à une conversation, j'ai ressenti mon énergie se vider. Pour donner un exemple concret de ce qui m'est arrivé au cours de cette conversation avec cet ami qui détient un langage généralement négatif, l'expérience en tant que telle entre dans la catégorie de vampirisme anxieux et de vampirisme émotionnel, que l'on peut inclure également dans une sous-catégorie de drainage passif par la négativité. Ici, il n'y a pas de contact sexuel, mais une interaction émotionnelle qui surcharge mon système nerveux. Dans la psychologie moderne,
on parle d'exposition répétée à un stress émotionnel qui va encourager la fatigue, une baisse de ressources attentionnelles et émotionnelles. Au niveau du symbolisme, on parle d'un cordon énergétique invisible qui aspire l'énergie. Le mécanisme qui s'opère est que mon ami projette constamment de la tension que je vais réguler pour stabiliser et ça produit comme effet de me vider. Pour mieux déconstruire le mythe, il faut savoir que le vampirisme psychique n'est pas une attaque occulte. Il s'agit davantage d'une régulation émotionnelle dysfonctionnelle entre deux systèmes nerveux dont la base repose sur le cerveau humain qui cherche l'équilibre. Lorsqu'une personne vit un chaos interne, elle va inconsciemment chercher quelqu'un de plus stable qu'elle pour absorber cette stabilité. Au niveau symbolique, on dit qu'elle pompe l'énergie. Psychologiquement, on parle de corégulation asymétrique. Si on approche le sujet avec une mécanique réelle psychologique moderne, on peut s'appuyer sur les théories de John Bowlby et sa théorie de l'attachement, Stephen Porges et sa théorie polyvagale, et Carl Gustav Jung sur sa théorie de la projection et de l'ombre. Selon ces approches théoriques, on peut expliquer cela par le fait qu'une personne anxieuse ou insécure entre en interaction lorsque son système nerveux est en hyperactivation. Elle provoque émotionnellement l'autre par des drames, des plaintes, une séduction intense et des conflits. Ce qui fera en sorte d'activer l'autre partie et de produire une intensité émotionnelle qui va redescendre uniquement chez un des deux parties. Celui qui est instable se stabilise alors que l'autre devient épuisé. C'est un transfert de charge émotionnelle. Symboliquement, on parle de siphonnage. Et neurologiquement, on parle de redistribution du stress. Voyons quelles sont les cas dynamiques principales du vampirisme psychique. Le vampire anxieux ressent un attachement insécure avec son autre. Son profil fait preuve d'une peur d'abandon, d'un besoin constant de validation, de tests émotionnels. La psychologie parle d'un attachement anxieux, alors que le symbolisme qui est rattaché parle de cordon énergétique qui se retend sans cesse, comme si la seule question valable était de se demander si l'autre l'aime vraiment. Tâchons de comprendre pourquoi certaines personnes se sentent plus drainées que d'autres. Généralement, ceux qui sont empathiques, hautement sensibles, charismatiques et très régulés intérieurement correspondent à un système stable. Et un système stable attire un système instable. C'est physiologique puisque le système nerveux cherche l'équilibre. Au niveau symbolique, le feu attire ceux qui ont froid dans le but de produire de la chaleur. Quels sont les signes objectifs du drainage? C'est en demeurant dans le concret, c'est après une interaction répétée que la fatigue s'installe, produisant un brouillard mental, une irritabilité inhabituelle, la perte de clarté décisionnelle et un besoin d'isolement. Il n'y a rien de mystique, uniquement une surcharge du système nerveux. Le point crucial consiste à comprendre que l'on vampirise tous par moment. Effectivement, nous avons tous un moment par lequel on cherche la validité excessive, où l'on provoque des situations pour tester l'amour et qu'il y a une dramatisation pour se sentir exister. Le vampirisme n'est pas un rôle fixe, mais un mécanisme activé par l'insécurité. C'est ce qui évite de créer une audience qui cherche des ennemis énergétiques. Comment fait-on pour sortir du cycle? Par une approche pratique et solide. C'est pourquoi c'est important d'avoir une autorégulation en adoptant une respiration lente et une réduction de la réactivité et un temps de latence avant d'obtenir une réponse. C'est ce que l'on appelle le polyvagal en pratique. En émettant des limites claires, il n'y a pas d'explication infinie et aucun sauvetage permanent. En tolérant l'inconfort, le vampire cherche à éviter le vide qu'il ressent. Et la guérison commence quand on apprend à rester seul avec son propre vide. C'est une période importante à la guérison. Parlons du vampirisme et des relations sexuelles où se mélangent neurobiologie et le symbolisme énergétique. Sexuellement, on parle d'un échange émotionnel puissant qui existe entre deux personnes.
La psychologie moderne explique que pendant l'acte, il y a un pic de dopamine engendré par le désir, alors que l'oxytocine produit un phénomène d'attachement. Puis, il y a la vasopressine, créer une liaison affective, surtout chez l'homme, ce qui produit une baisse temporaire des défenses cognitives. Les recherches menées notamment par Helen Fisher ont montré que l'attachement amoureux active les mêmes circuits que l'addiction chez les drogués, ce qui indique qu'effectivement, le sexe peut créer une dépendance neurologique si une personne utilise la sexualité pour réguler son vide, qu'elle cherche une validation par la conquête de partenaires, qu'elle pratique l'activation de l'intensité et le retrait, ce qui a pour effet de provoquer chez l'autre un attachement accéléré, un déséquilibre émotionnel et une obsession. Au niveau symbolique, on parle d'échange d'énergie, alors que psychologiquement, on parle de fusion hormonale asymétrique. Pour donner des exemples concrets, une relation très intense produit une connexion sexuelle forte. Une fois que l'acte est terminé, une des deux personnes se sent centrée alors que l'autre devient anxieuse, ce qui s'explique par le fait que le système nerveux n'a pas le même niveau de stabilité à la base. Encore une fois, il n'y a rien de mystique puisque tout le processus est chimique. En ce qui concerne la sexualité, vous avez tous eu une relation sexuelle dans laquelle vous vous êtes senti revivre, avoir un regain d'énergie qui vous a boosté, puis voir votre partenaire aller dormir parce qu'elle est brûlée, fatiguée. Ben, il y a eu un échange d'énergie qui a été émis à ce moment-là, puis il y a eu un processus de vampirisme psychique. C'est un peu la même chose, donc vous l'avez tous vécu d'une certaine façon. Parlons du vampirisme en milieu spirituel, qui est un terrain un peu plus sensible que l'on retrouve dans certains cercles à connotation spirituelle. Le leader devient la source d'énergie, les adeptes projettent autorité et pouvoir. Et le leader peut inconsciemment se nourrir de cette admiration. Ce qui entre au niveau psychologique dans les théories de Carl Jung, qui concerne le transfert d'autorité et la dépendance charismatique. Il correspond au symbolisme de l'égrégore et du canal énergétique collectif. Le problème qui se pose en de tels cas, c'est que plus le groupe nourrit la croyance que le leader détient la vibration, plus il lui cède leur autonomie, ce qui fait que certains finissent par confondre charisme et élévation. Le véritable maître rend son groupe autonome, alors que le vampire spirituel engendre la dépendance chez ses fidèles. On va entrer dans un segment qui favorise la polémique tout en voulant casser les illusions du New Age. Beaucoup de discours concernant le vampirisme énergétique proviennent de projections, ce qui fait que certaines personnes portent des accusations à l'effet qu'une autre personne l'aurait drainé de son énergie, alors qu'en réalité, ces personnes ne savent pas poser de limites ou dire non par peur de conflit ou en cherchant à sauver tout le monde. Il arrive que parfois, ce n'est pas une question de vampirisme, puisqu'il s'agit d'une incapacité à réguler sa propre empathie. En disant que quelqu'un lui a volé son énergie, ça l'empêche de s'avouer qu'il s'est laissé envahir, ce qui serait beaucoup plus mature. En conclusion, quand on prend du recul, on se rend compte que le vampirisme psychique, c'est pas nécessairement une malédiction en soi. C'est davantage une tentative maladroite de survivre émotionnellement parce que la véritable protection n'a rien d'ésotérique. Il s'agit dans la régulation de la conscience et des limites, ce qui empêche de créer la paranoïa. Mais ça ne rend pas moins réelle l'expérience. Si ce contenu t'a fait réfléchir, si tu t'es reconnu dans certaines dynamiques, ou si ça t'a permis de voir le phénomène avec plus de clarté, prends 2 secondes, like la vidéo, abonne-toi à la page Les Chimères occultes et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Plus on comprend ces mécanismes, moins on crée d'ennemis imaginaires et plus on reprend notre centre. Ici,
On ne nourrit pas la peur, on développe la conscience. Moi, c'est Daniel. On se retrouve au prochain épisode où on va parler du manuscrit Le Necronomicon. D'ici là, propagez le bonheur et soyez authentiques.